Bonjour à tous et bienvenue dans ce volet numéro 2 consacré à l'histoire des pionniers de l'aviation. Dans une première partie, on avait parlé du réseau social des pionniers, comment ils s'étaient rencontrés, quel type d'informations ils avaient échangé et quelles étaient finalement les grandes questions théoriques, aérodynamiques qu'ils s'étaient posées pour pouvoir faire avancer et faire émerger la technologie de l'aéroplane. Dans ce volet-là, il sera beaucoup plus question de la phase expérimentale, donc du passage de la théorie à la pratique. La phase expérimentale, elle va être fondamentale pour l'émergence de l'aéroplane motorisé parce qu'elle va se faire simultanément aux quatre coins du monde. Les pionniers vont tester leurs prototypes, vérifier si les théories qu'ils ont émises sont fiables, mais cette expérimentation, elle ne se fera pas sur des bases égales. Tous les pionniers n'ont pas les mêmes âges et les mêmes conditions physiques au moment de se lancer dans la phase expérimentale. Donc il y a une question sur le rapport au corps et l'engagement physique et corporel dans cette phase expérimentale qui va se poser. Les pionniers n'ont pas tous la même qualité de prototype. Certains sont plus ou moins avancés sur la question de l'aéroplane et donc les prototypes sont plus ou moins fiables au moment de la phase expérimentale. Mais il y a aussi un autre enjeu qui va se poser, ça va être la question des partenariats et de la concurrence. Les pionniers vont devoir s'allier les uns avec les autres pour se soutenir dans cette phase expérimentale, mais ils vont devoir aussi apprendre à gérer la concurrence qui va être féroce à cette époque. On est à peu près dans les années 1898 à 1908. Voilà, ça c'est une période charnière dans la phase expérimentale de l'aviation et ils vont devoir apprendre à gérer cette concurrence qui va déstabiliser certains et parfois qui va pousser d'autres à se dépasser et à faire des choix stratégiques dans cette phase expérimentale. Je vous parlais de la condition physique et du rapport au corps qui va à un moment donné être déterminant pour les pionniers au moment de se lancer dans la phase expérimentale. Pour vous donner un exemple, Clément Ader à Satory en 1897, lorsqu'il réalise son essai, il a 56 ans. Louis Mouillard, il se lance dans la phase expérimentale à 61 ans. Les frères Wright, ils réalisent leurs exploits en 1903 à l'âge de 32 et 36 ans. Et Louis Blériot, il a 37 ans quand il traverse la Manche en 1909. Donc finalement, au moment de leur vie, où ils se lancent dans la phase expérimentale, eh bien les pionniers n'ont pas finalement les mêmes conditions physiques, ils n'ont pas les mêmes craintes. Et ça peut à un moment donné être déterminant dans la phase expérimentale des premiers prototypes. Louis Mouillard, il est l'un des premiers à en parler dans ses lettres. Il exprime à Chanut sa peur liée à son incapacité à bouger. Ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Mouillard, il a une maladie paralysante chronique qui va au fur et à mesure des années s'amplifier et ça va faire naître en lui une inquiétude assez profonde, notamment au moment de tester son prototype. Chanut va essayer de le réconforter et de le rassurer là-dessus, il va le conseiller sur cette phase expérimentale, il va lui dire de faire ses essais au-dessus de l'eau si c'est possible pour pouvoir, en cas de chute, amortir le choc. Il va lui conseiller de porter des vêtements de protection, de porter une ceinture de vie. Il va également lui conseiller d'utiliser du bambou, qui est un matériau assez souple, pour fabriquer ses prototypes. Voilà, comme ça, en cas d'accident, eh bien, le matériau se brise assez facilement et ne risque pas d'entraîner de blessures. Sauf que Louis Mouillard, il persiste dans son inquiétude et il est conscient aussi que la qualité de la condition physique, en fait, de l'aviateur, elle peut influencer l'expérience et donc influencer la mise en route du prototype. Et donc il a peur finalement de saboter ses propres expériences et son propre prototype à cause de sa condition physique. Et alors Chanut va même lui suggérer d'embaucher un acrobate pour réaliser ses expériences à sa place. Mais voilà, Mouillard, il est quand même assez entêté et il veut réaliser lui-même ses expériences. Il ira même jusqu'à se mettre une certaine pression pour réussir. Et il écrit « Je serai le juge de mon propre courage et il est décevant de voir à quel point il y en a peu. Vaincre l'horreur de l'espace vide est absolument nécessaire. J'ai été retardé si longtemps dans la vie que je suis forcé de faire un pas terrible pour rejoindre le rang auquel je crois avoir droit. » Et là, Louis Mouillard, il se sent retardé
par rapport aux autres, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui n'a pas pu consacrer 100% de son temps à la mise en place de son prototype, donc il est pressé par le temps et on sent que sa condition physique, elle joue beaucoup dans ses décisions et malheureusement son incapacité physique va l'emporter puisque Mouillard n'aura pas le temps finalement de faire les essais qu'il souhaite parce qu'il sera emporté par la maladie en 1897. Les frères Wright ont également évoqué la question du risque et de la condition physique au moment de se lancer dans l'expérience de leur flyer en 1900. Dans les lettres qu'ils vont écrire à leur père, ils vont en parler, notamment Wilbur Wright, qui est l'aîné des deux frères. Wilbur, il est conscient que risquer sa vie ou son intégrité physique au moment de la phase expérimentale, ce n'est pas utile. Et avec son frère, ils vont faire les choses de manière très progressive. Ils vont commencer par des planeurs de petite envergure, 5 à 6 mètres d'envergure, alors que Louis Mouillard, lui, il partait sur un premier jet avec un prototype de 20 mètres d'envergure. Donc ils vont faire, eux, les choses progressivement. Ils vont, à mesure des essais, augmenter l'envergure de leur appareil et en plus ils ont l'occasion, comme ils sont deux, de pouvoir intervertir à chaque fois le pilote du planeur et donc ils vont réduire le risque d'accident justement dans leur phase d'essai. Mais Wilbur avait très à cœur de rassurer son père et dans certaines de ses lettres il le dit qu'il ne va pas tenter quoi que ce soit de risqué, il ne va pas se mettre dans des situations dangereuses au risque de se blesser parce qu'il est bien conscient que c'est ce qui va déterminer la qualité aussi des expériences. Donc Wilbur Wright et son frère, ils vont rapidement s'imposer comme des expérimentateurs de sang-froid et qui vont calculer vraiment le risque physique pris au moment de l'expérience et ils vont le maîtriser parce qu'entre 1900 et 1905, au moment où ils réalisent les grandes performances à Kitty Hawk sur les plages de Caroline du Nord, eh bien ils n'auront pratiquement aucun accident à déclarer. Chanute, qui s'était inquiété pour Louis Mouillard, s'inquiète aussi pour les Wright parce qu'ils sont assez isolés sur les plages de Kitty Hawk où ils réalisent leurs essais. Et Chanute va même leur recommander un ami à lui, Georges Spratt, qui est médecin et qui s'intéresse aussi aux questions aéronautiques et il va leur dire, va leur demander en fait si les Wright peuvent accueillir Georges Spratt sur leur terrain d'expérimentation au cas où qu'il y ait un accident, eh bien il pourrait intervenir en tant que médecin et pouvoir les assister en cas d'accident. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le père des Wright, il va jouer un rôle important dans cette estime de soi et dans le rapport au corps que les Wright vont exprimer tout au long de leurs expériences. Leur père considère qu'ils ont une mission envers la science aéronautique et que pour cela, ils doivent se préserver physiquement. Il écrit à Wilbur, au moment où Wilbur est en France en 1908, il lui écrit « Ta mort ou ton invalidité affectera sérieusement l'avancée de la science aéronautique. Bientôt, les autres pourront voler, mais tu as une mission envers la vérité et la science que personne d'autre ne peut remplir. » Donc, ça met un petit peu, ça donne le ton en fait sur les échanges qu'il peut y avoir entre le père et le fils et sur cette mission et cet engagement finalement que Wilbur va se donner vis-à-vis de l'aéronautique et la préservation du corps, vraiment, elle est déterminante pour les Wright dans cette phase expérimentale et les lettres qu'ils ont pu échanger avec leur père démontrent finalement cette condition physique et cette intégrité physique, elle est primordiale dans cette phase expérimentale. Il y a aussi la question des partenariats qui va se poser au moment de la phase expérimentale. Les pionniers vont choisir ou pas de s'associer à d'autres expérimentateurs pour parvenir à réaliser ces expériences. Certains vont avoir besoin d'un soutien technique, d'avoir des conseils techniques, d'autres vont avoir besoin de soutien financier. Voilà, et l'idée c'est finalement de réfléchir avec qui on s'associe pour réaliser ces expériences en toute sécurité et en toute fiabilité. On le voit dans beaucoup d'associations,
la relation entre les pionniers au moment de la phase expérimentale, elle sert surtout à échanger sur des points techniques, mais aussi à se soutenir mutuellement lorsque l'un des deux pionniers commence à douter de ses capacités et vraiment à relâcher un petit peu la pression dans cette phase très importante. Octave Chanute a souvent motivé et sollicité Mouillard en lui faisant vraiment parvenir des lettres très touchantes, très encourageantes, voilà, dans lesquelles il exprimait sa confiance envers Mouillard et les qualités de ses recherches et de son prototype pour vraiment le pousser à se lancer dans les expériences et à les maintenir. Ça a été le cas aussi entre le Marseillais Albert Bazin et le militaire français Ferdinand Ferber. Les deux hommes étaient en contact régulier. Et Bazin, au moment où il a commencé à douter et à se décourager, eh bien, il en a fait part à Ferber qui lui répondait voilà, en lui disant de ne rien lâcher, que l'aviation c'était ça aussi, c'était les faits après les faits et qu'il fallait ne pas se décourager et garder le cap pour finalement aboutir à quelque chose de très concret mais qui effectivement prenait du temps. Et donc ils se soutenaient mutuellement les uns les autres. Ça a été déterminant aussi, ce soutien-là dans la phase expérimentale. Pour les Wright, ce qui a été important, c'était surtout de garder l'autonomie au moment de leurs expériences. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils réalisaient leurs expériences pendant l'été. Donc en fait, ils fermaient leur boutique. Ils avaient un atelier de réparation de bicyclettes, donc ils travaillaient à peu près 8 mois sur 12 et ils fermaient leur atelier pendant l'été, pendant 3-4 mois, de juillet à octobre, pour pouvoir aller sur les plages de Kitty Hawk en Caroline du Nord pour réaliser leurs expériences. Et en fait, ils se contentaient vraiment du maximum qu'ils pouvaient consacrer aux expériences sans que ça ait des effets néfastes sur leur commerce en fait. Leur commerce était la priorité et ils faisaient en sorte, voilà, de dépenser le moins d'argent possible dans leurs expériences pour finalement ne dépendre de personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors leur biographe, Fred Kelly, écrit que leur premier prototype, celui qui a été fabriqué en 1900, ne leur a coûté que 15 $. Wilbur, il écrivait dans ses carnets, il écrivait des informations comme l'achat de matériaux et on peut lire sur certaines de ses notes qu'il a acheté par exemple du bois de pin pour un montant de moins de 3 $. Et ce bois de pin, ça lui servait justement à fabriquer son prototype. Donc ils ont quand même été très économes. Ils utilisaient beaucoup de matériaux qu'ils avaient dans leurs ateliers. Ils utilisaient par exemple les chaînes de vélo et les câbles de vélo pour actionner les hélices et fixer les armatures des ailes. Ils utilisaient aussi un rail de lancement pour leur planeur. Et ce rail, ils l'ont fabriqué pour 4 $. Il me semble que c'est 4 $, ouais. Et ils s'amusaient en fait de voir que d'autres expérimentateurs dépensaient des milliers de dollars pour des systèmes similaires. Par exemple, l'expérimentateur américain Samuel Langley, lui, il a fabriqué pareil un rail de lancement pour un prix qui allait jusqu'à 50 000 $. Et les Wright étaient très fiers de cette capacité à créer des outils à faible coût parce que c'est ce qui leur permettait de continuer à être autonomes. Chanute s'est des fois proposé pour les aider financièrement et ils ont toujours refusé parce qu'ils ont toujours su trouver les astuces pour garder cette autonomie au moment de leurs expériences. Et Chanute, lui, qui était dans une autre perspective, lui, il était dans une dynamique où il fallait se consacrer à 100% à l'aviation jusqu'à ce qu'on découvre finalement comment pouvait fonctionner un premier aéroplane motorisé. Les Wright, ils n'étaient pas dans cette dynamique-là. Ils consacraient juste le temps qu'il faut et lorsqu'il fallait plier boutique, finir les expériences et retourner travailler à l'atelier, eh ben, ça ne leur posait aucun problème. Et là, on sentait que les pionniers n'étaient pas du tout d'accord et avaient une conception différente vraiment de l'expérimentation. Ce qu'il faut savoir aussi pour les Wright, c'est qu'ils ont gardé quand même assez longtemps
une grande solitude au moment de leurs expériences. Ils gardaient le secret, ils restaient entre eux, entre frères. Et Octave Chanute s'est proposé, déjà il est venu sur les terrains d'expérimentation pour voir ce que faisaient les frères Wright, il a été invité et il a souvent demandé aux frères Wright s'ils pouvaient accueillir des expérimentateurs que Chanute accompagnait et employait aussi pour tester ses propres machines. Et les Wright ont accepté quand même d'accueillir ces expérimentateurs à Kitty Hawk au moment même où ils testaient leur prototype. Donc ils ont accueilli Edward Huffaker, August Ehring et George Spratt, dont je vous parlais, qui était médecin mais qui aidait aussi, qui travaillait aussi sur la question de l'aviation. Donc en fait les frères Wright, ils ont accueilli des expérimentateurs sur leur terrain d'essai et chacun finalement expérimentait ses propres prototypes dans son coin, mais il y avait quand même des échanges qui étaient faits à ce moment-là et des échanges qui ont pu potentiellement avoir des influences bien sur les prototypes des uns et des autres. Donc ça a été quand même la phase expérimentale des Wright, elle n'a pas été aussi isolée que certains biographes ont laissé paraître, bien au contraire, il y avait quand même d'autres expérimentateurs aux côtés des Wright. Pour l'anecdote, la présence de George Spratt sur les terrains de Kitty Hawk, elle a suscité une sorte de polémique. En fait, George Spratt, lorsqu'il a observé les Wright tester leurs flyers entre 1900 et 1903, il a observé en fait que la cambrure des ailes du planeur des Wright, elle était trop importante et elle générait de l'instabilité. En fait, les Wright, ils utilisaient les tables de calcul d'Otto Lilienthal pour réaliser leurs mesures, pour savoir finalement quel type de cambrure donner aux ailes, pour justement générer de la stabilité. Et les Wright étaient encore en train de réfléchir à cette question de cambrure de l'aile au moment où George Spratt a décidé qu'il allait lui aussi réaliser ses propres mesures. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque Spratt décide de faire lui-même ses expériences sur la cambrure à donner aux ailes, les frères Wright, Wilbur notamment, partagent des informations avec Spratt, c'est-à-dire qu'ils vont lui envoyer les tables de calcul de Lilienthal à partir desquelles ils travaillent, et ils vont également envoyer à Spratt les plans de leur soufflerie, donc qui leur sert à réaliser leurs expériences. Donc ça, c'est un geste fondateur, parce que les Wright ne sont pas disposés en fait à partager la plupart des données techniques dont ils disposent, et pourtant auprès de George Spratt ils vont quand même faire un effort de partage, et ça c'est très important dans leur relation, et Spratt va lui aussi être dans une dynamique de partage, sauf qu'en fait il va y avoir une polémique, c'est-à-dire que pendant que Spratt réalise ses expériences sur la forme et le bon angle à donner aux ailes pour générer de la stabilité, eh bien il manque d'observer et de participer justement aux essais des Wright de 1903. C'est à cette époque-là que les Wright ont réussi à trouver le système de gauchissement qui leur permet de faire tourner leur avion tout en gardant l'équilibre. Et ça a été déterminant dans la technologie, et George Spratt n'a pas participé à ces essais. Ces essais qui sont restés quand même très secrets, puisque les Wright ont demandé à leurs correspondants de ne pas en parler. Et donc lorsque Spratt va commencer à obtenir des résultats très intéressants sur l'angle à donner aux ailes, et bien il va ignorer que les Wright ont pratiquement résolu le problème. Et donc en fait il est persuadé de détenir une information que les Wright n'ont pas en leur possession. Et donc il va partager les résultats de ses recherches, pensant en fait qu'il va donner la solution aux Wright alors qu'ils étaient déjà très avancés sur la question. Et en fait, au moment où les Wright vont obtenir le succès en 1908, eh bien George Spratt va se manifester en disant mais je vous ai aidé quand même pour résoudre la problématique de la stabilité. Eh bien parce que voilà, il était persuadé en fait d'avoir aidé les Wright lors de cette collaboration,
Alors qu'en fait, pour les Wright, ce n'était pas vraiment une collaboration, ce n'était pas vraiment un partenariat, c'était simplement des échanges d'idées, et chacun a fait ce qu'il croyait juste avec ce partage d'informations, et ils ont jugé que Spratt n'avait pas réellement participé à l'amélioration de leur appareil, alors que Spratt, de son côté, lui, était persuadé du contraire. Et donc, vous voyez, la question du partenariat, dans ce cas-là, par exemple, elle n'a pas été très claire d'un côté comme de l'autre, et ça a généré finalement des conflits. On verra plus tard, quand on parlera de ce qui s'est passé après le succès des Wright, notamment par rapport aux relations qu'ils ont entretenues, on verra que George Spratt fait partie de ces gens qui leur en ont beaucoup voulu, parce qu'ils étaient persuadés d'avoir participé d'une manière ou d'une autre au succès du prototype des Wright. Alors il y a un autre expérimentateur intéressant qui a joué le rôle à la fois de partenaire et de concurrent, notamment vis-à-vis des Wright, c'est le français Ferdinand Ferber. Alors il était militaire, il avait fait Polytechnique, et à partir de 1898 il s'était intéressé aux questions aéronautiques et il a commencé à fabriquer plusieurs prototypes. Il est rentré rapidement en contact avec Octave Chanute et avec les frères Wright. Il s'est énormément inspiré de leurs prototypes pour concevoir les siens. Et c'est un expérimentateur assez particulier parce qu'en fait, il a très rapidement imaginé la propulsion motorisée pour ses prototypes expérimentaux. Et donc c'est quelqu'un qui certes faisait les choses étape par étape, mais cette propulsion motorisée, il savait qu'elle était encore trop précoce, puisqu'à l'époque les moteurs, les équipementiers étaient spécialisés dans les moteurs automobiles, et donc les moteurs n'étaient pas encore adaptables à des prototypes d'engins volants. Mais Ferber, il avait cette capacité en tout cas à se projeter dans l'avenir, et ça le rendait quand même assez impatient. Mais voilà, il a su quand même réaliser des prototypes assez intéressants, assez fiables, forcément inspirés de la forme biplan que les Wright avaient employée pour leur propre flyer. Et donc c'est quelqu'un qui s'est rapidement positionné comme un partenaire intéressant, parce qu'en étant militaire, Ferber, il pouvait créer du lien entre les frères Wright et des membres de l'armée française, puisque les Wright avaient envie, à partir de 1906-1907, de lancer des pourparlers avec le gouvernement français et quelques gouvernements européens. Donc il s'est positionné comme un partenaire très intéressant, et ce qu'il faut savoir, c'est que les Wright étaient quand même assez admiratifs de l'expérimentateur, Ferber, de son courage, de sa persévérance. Donc ils étaient quand même en lien assez étroit avec lui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ferber, il s'est positionné un petit peu comme un éclaireur vis-à-vis des Wright. Il leur a un petit peu expliqué comment ça se passait dans le milieu aéronautique français au moment où ils ont voulu démarrer des pourparlers. Donc ça partait d'un bon sentiment. Il leur avait expliqué notamment que en France, les brevets, c'est pas comme aux États-Unis, c'est-à-dire que en France, les industriels, ils recopient beaucoup. Ils se soucient peu de savoir si la technologie elle est brevetée ou pas. Ça les intéresse peu. Ils ont tendance à copier assez facilement. Et donc, si les Wright s'entêtent à vouloir breveter une technologie et l'exporter en France, ils allaient rencontrer quelques difficultés. Il leur a expliqué aussi que il fallait à un moment donné réaliser des expériences publiques, parce que c'est ce qui allait donner de la crédibilité et de la valeur à leur invention. Et il leur a dit, écoutez, si aucun savant américain ne parle de votre invention, c'est normal qu'en France on vous prenne pour des bluffeurs, parce qu'en fait en France il y a ce qu'il faut, il y a les commissions officielles pour valider la performance technologique d'une invention. Et il leur reprochait également d'essayer de vendre leur invention à un prix exorbitant. Il leur a rappelé que à l'époque où ils essayaient de vendre leur technologie au gouvernement français, l'État il était plutôt preneur pour acheter
acheter des dirigeables, comme c'est le cas du dirigeable Le Baudy, qu'ils ont acheté pour 900 000 francs à l'époque. Eh bien, Ferber leur a dit, écoutez, si l'État français achète des dirigeables pour 900 000 francs, n'imaginez pas qu'ils achètent une invention qui n'a jamais été expérimentée en public. Voilà, donc il a essayé quand même de faire comprendre aux Wright certaines choses. Et il a tenté des choses aussi, c'est-à-dire qu'il a tenté à un moment donné de lancer une souscription nationale. Alors pour ça, en fait, il a commis un impair, en fait. C'est-à-dire qu'il a publié certaines lettres que les Wright leur avaient écrites. L'idée, c'était de montrer, en fait, à tout le public avisé qui s'intéressait à l'aéronautique à l'époque, et bien que les Wright étaient suffisamment en avance et qu'il était intéressant de réunir suffisamment de fonds pour acheter leur invention. Et en fait, les Wright, quand ils ont su que certaines de leurs lettres avaient été publiées, ils en ont voulu à Ferber, parce que ils ont vécu ça comme une sorte de trahison, hein. Et Ferber leur a dit, mais non, j'ai publié ces lettres dans votre intérêt, pour valoriser votre invention, et puis il leur a dit, écoutez, on a déjà commencé à réunir des fonds, donc ça veut dire que ça marche, c'est prometteur. Et alors ça a créé pas mal de tensions au sein du réseau français, cette souscription, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la technologie, elle n'est pas encore tout à fait aboutie, on se bagarre pour savoir qui sera le premier, et il y a des bagarres en fait internationales, c'est-à-dire il y a notamment un affrontement entre la France et les États-Unis à l'époque. Donc dans le réseau français, on est très chauvin, très patriote, et donc le fait qu'il y ait des gens qui puissent financer une invention américaine, eh bien, ça a échauffé un petit peu les esprits, et ça a commencé à faire surgir en fait différentes formes de concurrence entre les pionniers français et les pionniers américains, et Ferber en fait il s'est retrouvé un petit peu au milieu de tout ça, et il n'a pas cessé de rappeler aux Wright que il y a beaucoup de choses qui se jouaient en France et qu'il fallait à un moment donné s'intéresser de près à ce qui se passait en France. Et les Wright ont effectivement beaucoup à craindre des pionniers français à l'époque, parce que y a eu une effervescence sur la phase expérimentale en France, et notamment en région parisienne, qui a beaucoup interrogé les Wright, et la concurrence pour les Wright, elle se situait bien en France à cette époque, et on va le voir, les tensions ont été extrêmement palpables, notamment dans leurs échanges épistolaires à ce moment-là. Alors, le phénomène de la concurrence, il va être très important dans la phase expérimentale parce qu'il va à la fois permettre à certains expérimentateurs de se surpasser dans des moments difficiles, mais il va aussi avoir la fâcheuse tendance à déstabiliser certains d'entre eux, au point parfois finalement de créer des tensions. Mais des tensions finalement qui ont permis à un moment donné eh bien, de faire avancer la phase expérimentale de l'aviation, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y a un personnage assez intéressant dans le milieu aéronautique de l'époque, c'est Alberto Santos Dumont. Il était brésilien, il avait un bagage d'ingénieur et il disposait d'une fortune personnelle qui lui permettait finalement de consacrer tout son temps à la fabrication d'engins volants. En 10 ans, il fabrique 23 prototypes, plus légers que l'air et plus lourds que l'air, puisqu'il s'intéressait aux deux. Et c'est quelqu'un qui va commencer à faire parler de lui et qui va intéresser un petit peu les frères Wright. Je vous explique pourquoi. Alberto Santos Dumont, il intègre rapidement le milieu aéronautique français en devenant membre de l'Aéroclub de France. Et il va très rapidement répondre favorablement au prix sportif que l'Aéroclub va lancer. En 1900, le prix Dutch de la Meurthe est lancé. Il faut parvenir à partir d'un point A, faire le tour de la Tour Eiffel et revenir en moins de 30 minutes. Alberto Santos Dumont se prend au jeu, il tente l'expérience. Alors, il va lui arriver 2 accidents dans l'été 1901.
Premier accident, il va s'échouer dans les arbres d'un parc. Et deuxième accident, au mois d'août, il va percuter la façade de l'hôtel du Trocadéro. Mais ces accidents vont commencer à faire parler de lui. Il va y avoir des photos qui vont être diffusées dans la presse. Et tout le monde va se focaliser sur Alberto Santos Dumont qui tente de réaliser ce prix. Il va y parvenir au mois d'octobre 1901, non sans quelques polémiques, mais on va finir par lui attribuer le prix Dodge de la Meurthe. Il va remporter une certaine somme qu'il va reverser au préfet de Paris en lui disant que ces fonds-là sont pour les pauvres de la ville de Paris, et il va également s'en servir pour payer son personnel. C'est un expérimentateur hybride, puisqu'il va à la fois s'intéresser au plus léger que l'air et au plus lourd que l'air, et il va, si vous voulez, fabriquer, à un moment donné, pour la compétition, le prix Dutch Archdeacon, il va fabriquer un prototype qu'il va appeler le 14 bis, et c'est un prototype en fait de planeur, d'aéroplane, porté par un ballon dirigeable. Et donc c'est un appareil un petit peu hybride, qui a suscité en fait de nombreuses interrogations, que ce soit de la part des partisans du plus lourd que l'air ou des partisans du plus léger que l'air. Personne n'arrivait à comprendre vraiment ce qu'il essayait de faire avec son 14 bis. Alberto Santos Dumont, les frères Wright vont en entendre parler par la presse, bien sûr, mais aussi par l'intermédiaire de Frank Samuel Lamb, qui est un expérimentateur américain qui réside en France et qui est membre de l'Aéroclub de France. Frank Samuel Lamb va commencer dans ses échanges épistolaires à parler d'Alberto Santos Dumont aux frères Wright. Alors il leur explique que Santos Dumont est en train de fabriquer un prototype, on est en 1906, mais qu'il n'y a pas trop à craindre de cet ingénieur brésilien, que pour l'instant il tâtonne et que vraiment les frères Wright n'ont aucun souci à se faire. Les frères Wright pensent la même chose parce que comme Santos Dumont fait de nombreuses expériences en public, qu'il lui arrive parfois d'avoir des accidents, eux ça leur donne une certaine crédibilité parce qu'ils se disent qu'en France finalement ils sont encore à des tâtonnements alors qu'eux ils ont atteint en 1905 voilà, un seuil technologique assez conséquent par rapport à leurs concurrents. Par contre, ce qu'ils craignent, les frères Wright, c'est qu'en France, il y a toutes les commissions officielles pour finalement valider les performances technologiques des prototypes d'aéroplanes motorisés, et ça, ils ne l'ont pas aux États-Unis. Et ça commence sérieusement à les inquiéter, d'autant plus que les commissions officielles sont en activité quand même assez importante à cette époque-là en France, mais qu'en plus de ça, la presse peut aussi, au final, officialiser certaines performances, parce que Santos Dumont, il aime beaucoup solliciter les journalistes quand il n'arrive pas à réunir une commission scientifique parce qu'il fait ses expériences beaucoup trop tôt le matin. Eh bien il fait appel aux journalistes parisiens qui eux viennent avec bon cœur et qui relatent dans les journaux eh bien, les performances que le Brésilien arrive à réaliser. Et donc ça commence à inquiéter les frères Wright, d'autant plus que Ferdinand Ferber va aussi leur parler de Santos Dumont, et il va leur dire, notamment en 1906, à l'automne 1906, quand Santos Dumont tente de remporter le prix Dutch Archdeacon, il va réaliser plusieurs performances qui vont être progressives. Donc le 23 octobre, Alberto Santos Dumont arrive à réaliser une distance de 60 mètres. Et quelques jours plus tard, au mois de novembre, il arrive à établir une performance d'un vol de 220 mètres. Sauf qu'il faut savoir que les Wright, en 1905, ils parviennent, eux, à voler sur 38 km. Et Ferber, là, est en train de leur dire qu'un an plus tard, en 1906, Santos Dumont est en train de créer l'exploit en France avec un vol de 220 mètres. Donc, les Wright se rendent compte qu'il y a une émulation qui est en train de se créer en France avec des performances qui sont bien en deçà de ce que leur flyer est capable de réaliser. Et
là, les Wright vont se dire que ce n'est plus possible de rester inactif. Et donc, l'année suivante, en 1907, ils décident de se lancer dans des pourparlers qui vont malheureusement échouer parce qu'ils refusent toujours de réaliser des expériences en direct. Mais là, ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup trop en avance par rapport à leurs concurrents français et qu'il faut absolument qu'ils fassent quelque chose d'un point de vue expérimental et devant une commission officielle pour démontrer leur avance technologique. Pour comprendre le rapport que les frères Wright entretiennent avec la concurrence française, il faut juste se replonger dans l'état d'esprit dans lequel ils sont à partir de 1905. À cette période, ils réalisent donc leur performance de 38 km sur les plages de Kitty Hawk et ils sont conscients de détenir une avance considérable sur les expérimentateurs français. Donc ils se disent qu'ils ont de l'avance et ils refusent donc de poursuivre leurs expériences et notamment de préparer des expériences devant des commissions officielles. Il y a quelqu'un qui va venir les provoquer. C'est Ernest Archdeacon. Ernest Archdeacon, c'est un mécène français qui finance des expériences aéronautiques, qui s'exerce lui aussi sur des planeurs qui sont très semblables à ceux des frères Wright. Et il va lancer en 1905 le prix Dutch Archdeacon. C'est ce même prix sur lequel Santos Dumont va s'exercer avec son 14 bis et va réaliser des performances de quelques mètres. Ce prix, il a pour objectif de récompenser le premier expérimentateur qui parviendra à réaliser avec un aéroplane un circuit fermé d'1 kilomètre. La récompense est de 500 000 francs, ce qui est quand même considérable à l'époque. Il va écrire une lettre aux frères Wright, Ernest Archdeacon. Dans cette lettre, il va aller les chercher, il va les provoquer et il va leur dire, voilà, c'est quand même un prix de 500 000 francs qui récompense une performance d'1 kilomètre. Donc, si vous en avez fait 38, au final, vous n'avez qu'à venir en France, ramasser ce petit prix et puis rentrer chez vous. Et au moins, vous aurez prouvé à tout le monde que ce que vous dites, eh bien, c'est vérifiable. Alors, les frères Wright vont balayer d'un revers de main cette provocation d'Ernest Archdeacon. Ils considèrent d'ailleurs le personnage trop farfelu pour lui accorder de l'importance, donc ils vont lui répondre très poliment, mais ils vont lui dire qu'ils ont quand même d'autres choses à faire, des choses plus importantes à faire que de participer à son prix. Conscient d'avoir une avance technologique considérable, donc ils vont démarrer des pourparlers en 1907 avec les gouvernements européens et ils vont continuer à se persuader d'être dans la bonne démarche. En fait, Wilbur Wright va souvent écrire qu'il est dans la maîtrise, qu'il est dans le contrôle, et que vraiment leur avance technologique elle est indiscutable et que les gouvernements vont finir par s'en rendre compte et qu'ils vont finir par acheter leur invention. Sauf que ces pourparlers en 1907 vont s'avérer être des échecs et les Wright vont finalement rentrer bredouille aux États-Unis et ils vont continuer à alimenter cette représentation assez négative de leurs concurrents français qui, selon eux, décrédibilise totalement la pratique aéronautique parce qu'il y a trop d'accidents, parce que les tentatives officielles s'avèrent être soit ridicules en termes de distance parcourue par rapport à leur propre performance, soit parce que les aviateurs cassent beaucoup trop leurs engins et donc décrédibilisent la navigation aérienne du plus lourd que l'air à une époque où eux peuvent prouver que c'est quelque chose de tout à fait crédible. Donc, ils continuent vraiment dans cette dynamique de dévaloriser leurs concurrents français. Il va y avoir un événement fondateur en janvier 1908. Le 13 janvier 1908, l'aviateur français Henry Farman parvient à remporter le prix Dutch Archdeacon en réalisant en circuit fermé la distance d'1 kilomètre. Il va y avoir une émulation aux États-Unis. L'Aéroclub d'Amérique va s'emparer de l'événement sportif, va inviter Henry Farman aux États-Unis pour réaliser une tournée, une série d'exhibitions. Ils vont essayer de faire venir d'autres aviateurs pour la performance sportive et pour réaliser des vols aériens en public.
Et ils vont essayer de stimuler les Wright en leur disant voilà, nous faisons venir des aviateurs français, est-ce que vous voulez participer à nos compétitions, vous qui êtes pourtant plus performants qu'eux en la matière. Henry Farman, les frères Wright, ils vont en parler dans leurs lettres. Et ils vont être assez durs envers lui quand même, ils vont considérer que c'est un aviateur peu important, peu expérimenté, qu'il avait tendance à casser du bois avant de réaliser cet exploit. Donc Henry Farman est assez dévalorisé dans les lettres des frères Wright. Cependant, cette performance, elle a quand même suscité suffisamment d'intérêt chez les Wright pour que 6 mois plus tard, ils finissent par accepter une proposition d'une société privée, la CGNA, qui se proposait d'acheter leur appareil en échange de quelques vols d'exhibition en France. Et en juin 1908, Wilbur part seul en France, rencontrer du coup les partenaires de la CGNA. Il va s'installer dans la région du Mans. En fait, il veut éviter l'effervescence parisienne et il veut essayer de se mettre un petit peu à l'écart. Quand il arrive en France, il va se passer une chose étonnante. Il va écrire des lettres à sa famille dans lesquelles il va raconter ce qu'il vit. Et subitement, Wilbur Wright va revoir sa représentation des expérimentateurs français et de ce qui se passe en France. Et il va avoir des propos extrêmement flatteur vis-à-vis des Français et vraiment sa position, son regard va totalement changer. Lorsqu'il arrive en France, Louis Blériot lui propose de mettre à sa disposition les hangars dont il dispose à Issy-les-Moulineaux et son entreprise dont il dispose. Et il lui prête tout ça en fait. Il lui dit « Allez-y, installez-vous, prenez tout ce dont vous avez besoin, c'est pour vous ». Wilbur, il est très touché par cette offre qu'il refuse parce qu'en fait, il ne veut pas s'installer trop près de Paris, il préfère s'isoler. Et il va s'installer dans la ville du Mans, où il est accueilli par l'aéroclub de la Sarthe. Il est très bien accueilli. Il est accueilli aussi par l'industriel Léon Bollé, qui va également lui mettre à disposition son entreprise et tout ce dont il a besoin finalement pour monter son aéroplane et pour le réparer si nécessaire. Et Wilbur va raconter tout ce qu'il vit à son frère, à sa sœur, à son père, et vraiment il va vivre des choses extrêmement positives. Voici ce qu'il écrit à son frère. Il écrit qu'il y a un véritable esprit d'amitié qui est en train de se manifester de tous les côtés. Et à propos d'Henry Farman, qu'il avait presque négligé dans ses lettres au mois de janvier, voici ce qu'il écrit. Il dit « Il est une sorte de bonhomme très sympa et disposé à être amical. Il paraît bien meilleur que ce que les images montrent de lui. » Et là, on sent en fait que Wilbur, il est totalement en fait surpris par les attitudes des pionniers français. Certains sont stupéfaits, éblouis par les performances qu'il va réaliser dans la ville du Mans, parce qu'il va réaliser quand même toute une série de records, des records qui sont bien sûr bien au-delà de tout ce que les Français avaient pu établir à ce moment-là. Mais il va être surpris par cette réaction des Français, il va être lui-même surpris par cette excitation qu'il va réussir à susciter chez eux. Et il dit à son frère « Tu serais mort de rire si tu les voyais », en fait. Et c'est vraiment des lettres très touchantes. Et il dit à sa sœur, il va écrire à sa sœur une lettre très intéressante, il dit « Tu ne peux pas réellement comprendre l'enthousiasme avec lequel les avions sont accueillis, particulièrement en France, mais également dans le reste de l'Europe. » Et en fait, là, Wilbur Wright prend conscience de toute la dynamique qu'il y a autour de l'aviation en France et en Europe, qu'il n'y a pas aux États-Unis. L'atmosphère que Wilbur décrit à sa sœur, cette atmosphère d'effervescence et d'émulation autour de l'aviation naissante, c'est quelque chose que Wilbur va apprécier au début, mais
très rapidement, en fait, il va commencer à en souffrir. Je vous rappelle, hein, il a quand même, il vit avec son frère, ils travaillent dans un atelier de réparation de vélos, ils ont toujours réalisé leurs expériences en secret, donc ça reste quand même des hommes assez solitaires, assez isolés, et là, tout d'un coup, Wilbur rencontre le succès, et il est en permanence sollicité, en fait, par les journalistes, par le public, par les autres expérimentateurs. Il réalise à longueur de journée de nombreuses performances, de nombreux vols. Et comme c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise en permanence, eh bien, il souffre beaucoup en fait de cette stimulation permanente dont il est sujet. Voilà, il a demandé à réduire le nombre de visites dont il faisait l'objet. Il est quand même très stressé par cette foule qui se presse pour le voir. Son père s'inquiète aussi beaucoup pour sa santé. Hein. Les lettres commencent à être inquiétantes à ce sujet, en fait. Même si Wilbur est en train de vivre des choses extraordinaires pour lui et pour son frère, parce qu'il est récompensé, parce qu'il obtient la reconnaissance qu'il a toujours voulu, eh bien, il explique quand même que cette émulation, elle a un impact hein, sur son état d'esprit. Il raconte également que il y a toujours des chauvins quelque part dans le public pour huer le moindre petit incident, voilà, pour venir le perturber un petit peu. Donc, il est quand même aussi confronté à des agitateurs, hein, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, et cela quand même s'en ressent dans ses lettres, où il est dans un état de fatigue assez avancé. Il va quand même réaliser un acte fondateur également en France, ça a été de créer la première école d'aviation dans la ville de Pau. Il va former trois aviateurs, Paul Lucas Girardville, qui est un militaire, Charles de Lambert et Paul Tissandier, qui sont des amateurs en fait, mais qui se sont toujours intéressés à la question de l'aviation. Donc il va former ces trois individus qui auront la chance hein, du coup d'être formés par Wilbur Wright en personne sur des biplans de type Wright. Donc ça reste très très important et Wilbur Wright va marquer la France par cette école, par ses records. Il y a des Français qui vont écrire sur lui. Léon Bollet, qui est l'industriel qui l'a accueilli dans la ville du Mans, va dire « Cet homme n'est pas du tout un bluffeur, au contraire, c'est un modeste, un timide, se contentant de travailler du matin au soir. » Il y a Léon de Lagrange qui lui aussi est un expérimentateur qui commence à être très aguerri. Il est surpris, Léon de Lagrange, par l'attitude de Wilbur Wright qui il contrôle tout. Et en fait, Wilbur, il ne vole pas n'importe quand et n'importe comment. C'est quelqu'un qui réfléchit aux conditions atmosphériques. Voilà, il prend soin vraiment de tout mesurer pour être sûr que au moment où il va s'envoler, les conditions seront idéales. Léon de Lagrange, il raisonne pas comme ça et il le dit. Il le dit, nous ne pouvons pas, je le répète, nous, Français, nous faire une idée d'une semblable mentalité. J'avoue qu'à sa place, il y a belle lurette que, fier de mon invention et au risque de tout casser, appareil et bonhomme, je me serais envolé par-dessus le bois des Hunaudières et j'aurais été épater les paisibles habitants de cette bonne ville du Mans. On sent la différence qui est en train de se creuser entre les mentalités des frères Wright, que l'on peut peut-être qualifier de mentalité américaine, et la mentalité des Français à l'époque vis-à-vis de l'aviation et de l'expérimentation. Les Français expérimentaient tout type de prototypes et en tout temps, peu importe le temps qu'ils faisaient, ils partaient. Ce sont des comportements que l'on retrouvera au moment de l'aviation sportive, dont on parlera dans un autre volet. Et cette mentalité, voilà, elle va à un moment donné partager eh bien, les frères Wright des expérimentateurs français. Léon de Lagrange, il en parle très bien. Mais en tout cas, le contrôle, la maîtrise dont Wilbur Wright a su faire preuve en France, lui a valu de recueillir les exploits et la reconnaissance qu'il attendait. Par contre, les louanges que de Lagrange fait à l'égard de Wilbur Wright, ces louanges, elles ont des limites, parce qu'il écrit quand même que
ce n'est pas dans le tempérament des Français de se laisser battre et abattre. Ce qu'il insinue par là, c'est qu'au final, la venue de Wilbur Wright en France, elle a certes apaisé le climat, qui était quand même très tendu à l'époque, notamment à travers la presse, où les expérimentateurs donc se déchiraient. Elle a énormément apaisé le climat, elle a fait beaucoup de bien à la technologie aéronautique, puisqu'elle a permis son émergence et sa crédibilité. Par contre, cette rencontre et tous ces records, ça a installé un nouveau climat de compétition. Alors on n'est peut-être plus dans la concurrence, puisque ça y est, maintenant les Wright ont prouvé qu'ils étaient les premiers à avoir volé. Par contre, elle va ouvrir toute une période de compétition où les Français ont enfin une performance à égaler, celle de Wilbur Wright, et ils vont chercher à l'égaler, mais aussi à la dépasser sans cesse, encore et toujours. Et alors là, c'est la grande période des meetings qui va permettre aux Français et à beaucoup d'autres expérimentateurs européens et américains de chercher à battre la référence que Wilbur Wright a créée lors de son arrivée en France. Voilà, c'est tout pour ce deuxième volet, donc sur la phase expérimentale de l'aéroplane. Dans un troisième volet, voilà, je vous parlerai un petit peu de la façon dont les pionniers ont raconté et ont écrit sur la période de l'aviation sportive avec l'arrivée des grands meetings et des grandes compétitions européennes et américaines. On parlera aussi de la guerre des brevets que les Wright ont menée une fois qu'ils sont rentrés aux États-Unis. Et tout ça, voilà, à travers les écrits privés des pionniers. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.